Sortez les mains en l'air. Libérez le garçon d'abord. Abstenez-vous de toute action irréfléchie. Je parierais n'importe quoi. Nos voisins savouraient pleinement le spectacle involontaire et non sollicité que nous avions, sans le vouloir, offert. Les véhicules de police étaient omniprésents, tous concentrés sur la résidence où mon fils et moi avions résidé secrètement jusqu'à cet instant. Des pistolets, des fusils d'assaut et un homme seul en costume maniant un mégaphone, tentant de dicter mes actions. Je me suis souvenu de la jeunesse de tout cela, la trahison. Trudy, Darren et moi étions amis depuis longtemps, depuis le collège. Généralement, c'était moi avec Trudy et Darren avec une autre compagne, et nous partions pour des doubles rendez-vous. Il n'était pas rare que Darren et sa cavalière partent prématurément, lui permettant d'escorter la jeune femme jusqu'au parking. Darren possédait un certain attrait masculin qui suscitait une envie secrète chez les autres hommes. J'ai un jour plaisanté en disant qu'il pourrait probablement séduire la femme d'un autre homme en sa présence même, persuader le mari qu'il lui sauvait la vie, et même obtenir la gratitude du mari par la suite. Et honnêtement, je n'aurais pas écarté la possibilité qu'il tente un tel exploit un jour. Bien sûr, il avait fait de nombreuses tentatives de flirter avec Trudy, malgré notre amitié. Et il prenait plaisir à danser de manière suggestive avec elle. Trudy éclatait de rire chaque fois que je l'interrogeais sur ses avances, répondant « Je ne peux pas comprendre comment une femme pourrait être assez naïve pour ignorer le fait que son seul intérêt est de la mettre dans son lit. Crois-moi, Andy, Darren est la dernière personne dont tu dois te soucier en ce qui concerne ma séduction. » Nous sommes restés des amis intimes pendant de nombreuses années. Darren et moi avons suivi des études de commerce à l'université, tandis que Trudy s'est spécialisée en comptabilité. Selon elle, la capacité à construire une feuille de calcul bien équilibrée lui procurait une satisfaction authentique. À chacun son truc. Mon père m'a aidé à lancer une entreprise vinicole, et Darren et Trudy y ont tous deux investi. Sur la base des sommes que chacun de nous a versées, je possédais 40% de l'entreprise. Darren en possédait 40% et Trudy 20%. J'ai assumé la responsabilité des opérations. Darren gérait les ventes et le marketing, et Trudy supervisait la comptabilité. Il a fallu plusieurs années pour atteindre la rentabilité, et quelques années de plus pour atteindre une rentabilité substantielle une fois que le vin est devenu, de manière inattendue, à la mode. Trudy et moi avons reporté le projet d'avoir des enfants jusqu'à ce que nos finances soient en ordre. Je l'ai informée que nous approchions du moment où elle pourrait cesser de prendre la pilule. Elle ne semblait pas aussi enthousiaste que je l'avais prévu. Un soir, on a frappé à notre porte d'entrée. J'ai regardé par le Judas. C'était la police. En ouvrant la porte, un policier a demandé « Êtes-vous Andrew Miller ?» « Oui. »« Andrew Miller, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds. Vous avez le droit de garder le silence. »« Détournement de fonds ? Je possède une partie de l'entreprise. Comment pourrais-je voler à moi-même ? » Je me suis tourné vers Trudy, dont le visage ne trahissait que la trahison. « Andy, comment as-tu pu ?» Darren et moi étions réticents à le croire, mais un audit indépendant nous l'a confirmé. « Je ne peux pas imaginer que tu exploites ta femme et ton meilleur ami. C'est fini entre nous. Tu recevras les papiers du divorce en prison. » Ma vie a basculé en enfer en 2 minutes. J'en étais bouche bée. Puis, le déclic s'est produit. J'ai commencé à rire. Trudy, toi et Darren m'avez vraiment berné en me faisant croire ça. Que le diable emporte Darren et ses blagues. Le policier a interrompu, je vous assure, monsieur, ce n'est pas une plaisanterie. Maintenant, mettez vos mains derrière votre dos. Il me manipulait assez rudement, ce qui m'a incité à me dégager de lui. Une action regrettable de ma part. Avant que je puisse réagir, j'étais au sol, menotté, et mon confort ne les intéressait pas. Il m'a tiré sur mes pieds et a terminé de réciter mes droits. Trudy se tenait là, des larmes de crocodile dégringolant sur son visage. L'énormité de sa trahison ne me frappait que maintenant de plein fouet. J'ai réalisé qu'elle et Darren avaient conspiré pour m'éliminer pour plusieurs raisons. J'avais à peine été placé dans ma cellule qu'on m'a présenté les papiers du divorce. Puisque j'avais prétendument détourné des fonds de l'entreprise, elle cherchait à s'emparer de la totalité de mes 40% de participation, au lieu de la moitié qu'elle recevrait généralement dans un divorce. En échange, elle renoncerait à la pension alimentaire et assumerait les paiements hypothécaires sur la maison. Si et quand la maison serait vendue, je recevrais la moitié de la valeur nette en fonction du solde hypothécaire. En ce jour, je n'ai pas été surpris quand Darren est venu me rendre visite. Andy. Andy.
Andy. Espèce d'idiot crédule et stupide. Trudy et moi sommes amants depuis longtemps. Peu importe que tu n'aies pas réellement pris l'argent. Nous possédons suffisamment de preuves pour t'incarcérer pendant très, très longtemps. Même si tu démissionnais, tu n'as plus ta place dans l'entreprise. Actuellement, Trudy et moi contrôlons 60% des parts, et nous en posséderons 100% si vous signez les documents. Même si vous refusez, nous conserverons tout de même 80% après le divorce si la règle du 50-50 s'applique. En tant que dirigeant d'une des entreprises les plus importantes dans ce domaine, j'ai l'influence nécessaire pour rendre votre vie en prison plus facile ou considérablement plus difficile. Cela ne dépend que de vous. Oh, et au fait, Trudy vous envoie ses salutations. Sur ces mots, il éclata de rire en partant. J'ai refusé de signer. Cependant, Darren a réussi d'une manière ou d'une autre à accélérer la procédure de divorce. Et celle-ci a été finalisée à peu près au moment où mon procès a commencé. Bien que j'ai été innocent et que je sache précisément qui avait falsifié les documents comptables, Darren, Trudy et le soi-disant auditeur indépendant ont tous témoigné que j'avais détourné plus de 500 000 $. Je n'avais aucun recours pour prouver le contraire. Soit Darren, soit Trudy avait ouvert un compte bancaire à mon nom aux îles Caïmans, où j'étais censé dissimuler l'argent. Darren a feint de me pardonner, implorant le tribunal de faire preuve de clémence. Comme l'argent avait été restitué, je suis resté incarcéré et j'ai été condamné à 10 ans. Darren et Trudy se sont mariés une semaine après notre divorce. 6 mois plus tard, j'ai appris que Trudy avait donné naissance à un garçon, apparemment né 2 mois prématurément. Il pesait 3,3 kg. Je me souvenais de suffisamment d'informations de mon cours de psychologie du développement pour sentir quelque chose de suspect. Si le bébé n'était pas réellement prématuré, cela signifiait qu'il avait été conçu alors que Trudy et moi avions encore des relations sexuelles. Il aurait pu être mon fils. Je n'étais pas en position d'exiger un test ADN, mais j'ai vite compris pourquoi Darren avait pu être si pressé de divorcer de moi et de Marie Trudy. Et que diable pouvais-je faire? De l'intérieur de la prison, je me suis efforcé de découvrir des méthodes pour supporter la vie derrière les barreaux. Puis, l'épidémie de norovirus a éclaté. Dieu merci. Non pas que je souhaitais la mort à qui que ce soit. Enfin, peut-être à Darren et Trudy. Compte tenu du risque pour les personnes vivant dans des environnements surpeuplés, notre gouverneur a commué les peines de tous les délinquants non violents. J'étais libre, mais je craignais ce que Darren pourrait me faire une fois libéré. Alors, au lieu de prendre le fourgon pénitentiaire pour un centre de réinsertion, j'ai appelé un taxi. Quand ils ont ouvert la portière du taxi, j'ai couru vers celui-ci et j'ai ordonné au chauffeur de partir le plus vite possible. Nous avons roulé en rond, fait demi-tour et traversé une ruelle étroite avant que je ne sois certain que personne ne nous suivait. J'ai acheté des vêtements à un sans-abri et je me suis rendu dans un campement de tentes pour sans-abri qui avait surgi le long des rues principales du centre-ville. Les conditions étaient épouvantables et insalubres, dissuadant quiconque de me déranger là-bas. Cependant, j'ai dû apprendre à respirer par la bouche pendant la journée. J'ai gardé ma barbe, mais je me suis nettoyé et j'ai enfilé de meilleurs vêtements. Alors que je cherchais un endroit où rester où je pourrais me cacher, j'ai découvert une gentille dame âgée qui louait une chambre principalement pour que quelqu'un soit à proximité pour sa sécurité. Ce n'était pas le quartier le plus désirable, mais après y avoir vécu pendant 40 ans, elle n'avait aucune intention de déménager. Son fils a participé à l'entretien avec moi, et j'ai passé son test. Il possédait également une entreprise de tonte de pelouse et de ramassage de feuilles et embauchait des ouvriers. Bientôt, j'ai eu un emploi où je portais des vêtements que je ne porterais normalement pas, dans un corps aminci par la prison, allégé de plus de 15 kilos, et avec des poils faciaux que je n'avais jamais eus auparavant, teints en même temps que les cheveux sur ma tête. Je doutais que beaucoup de gens qui m'avaient connu avant la prison me reconnaîtraient. Après avoir travaillé à ce poste pendant quelques mois, j'ai demandé à mon patron si je pouvais démarcher de nouveaux clients les jours de pluie. Il a facilement accepté. Je me suis dirigé vers mon ancien quartier. Je me suis promené devant des maisons suffisamment proches de mon ancien domicile pour pouvoir observer qui entrait et sortait. Un jour, j'ai proposé de tondre gratuitement les pelouses pour l'aider à trouver des clients. J'ai eu de la chance. Notre voisine de longue date, Madame Atwater, ne m'a pas reconnu. La plupart du temps, nous nous étions simplement fait signe de la main quand je vivais ici. Et d'ailleurs, elle avait une mauvaise vue, une dégénérescence maculaire. Les Jarvis étaient nouveaux dans le quartier et ne m'avaient jamais rencontré de toute façon. À partir de ces deux maisons, j'ai réussi à discerner la routine quotidienne de Darren et Trudy.
Trudy restait à la maison avec son fils au lieu de travailler à la cave. J'ai mentionné à Madame Atwater que je voulais approcher les voisins au sujet de la tonte de leur pelouse, mais comme ils avaient un petit enfant, je voulais m'assurer de ne pas perturber son sommeil. Elle m'a informé que Trudy avait mentionné que son fils Brian faisait toujours une sieste juste après avoir été nourri à 10 heures du matin. Elle a également mentionné que Trudy dormait également à ce moment-là. Selon elle, ce ne serait pas un moment opportun pour les déranger. Pour moi, cependant, ce serait le moment idéal pour exécuter ce que j'avais en tête. Un jour, lorsque Trudy et le bébé n'étaient pas à la maison, j'ai fait le tour de la maison et du jardin comme si je préparais un devis pour des services d'entretien de pelouse. Bien que j'ai résidé dans cette maison pendant de nombreuses années, je voulais observer ce qui avait changé, étant donné que j'étais désormais une figure familière dans le voisinage. Personne ne mentionna la moindre chose concernant les faiblesses de la maison dont j'avais connaissance. L'une d'entre elles était la fiabilité des portes coulissantes donnant sur le patio. Il fallait les fermer avec soin, sinon elles ne se verrouillaient pas correctement. Si je pouvais corriger cela de manière à ce que personne ne s'en aperçoive, je pourrais plus tard m'introduire par là. Le lendemain, je mis mon plan de vengeance à exécution. Je fus ravi de constater que personne ne me remarquait en train de bricoler les portes coulissantes. Je pénétrai dans la maison et me dirigeai vers la chambre du bébé. D'abord, j'allais vérifier dans la chambre de Trudy et l'entendis ronfler. Une vague de nostalgie me submergea en voyant ma femme paisiblement allongée dans son lit. Je me rendis dans la chambre du bébé et coupai le babyphone. J'avais apporté un sac pour y mettre les affaires de l'enfant. Je l'installai dans un sac à dos spécialisé, qui servait de porte-bébé en maillotant, afin de m'assurer qu'il reste endormi. C'était efficace. Je me dirigeai vers la voiture, un véhicule bon marché que j'avais acheté, non immatriculé, chez un ferrailleur. Après avoir placé le bébé dans une poussette, je me rendis en voiture dans un motel d'une ville voisine. Je fis immédiatement le nécessaire pour un test ADN et payai pour un rapport accéléré, car je n'avais aucune intention d'enlever l'enfant de quelqu'un d'autre. L'attente fut angoissante, mais les résultats me ravirent. Le garçon était le mien. Je le rebaptisai Jason. Je ne m'attardai pas avant de prendre la route vers une destination inconnue. Comme on peut l'imaginer, j'étais le suspect numéro 1 dans l'enlèvement. La difficulté pour les autorités était qu'Andy Miller n'existait plus, grâce à certains contacts que j'avais cultivés en prison. Je possédais même un acte de naissance indiquant mon nom, le nom de famille de mon fils et celui de ma femme, Léla. Je m'étais trouvé une Léla. La femme que j'avais engagée pour tenir le rôle de ma femme avait été une adolescente fugueuse incarcérée à plusieurs reprises et ayant suivi 2 cures de désintoxication. Elle venait de terminer sa cure et avait repris le travail d'escorte pour gagner sa vie. Elle saisit avec empressement l'opportunité de recommencer à zéro. Partager mon lit n'avait que peu d'importance pour elle. Elle déclara qu'elle préférerait même, pour changer, ne coucher qu'avec un seul homme. Nous conduisîmes une voiture avec une fausse immatriculation et une plaque d'immatriculation empruntée jusqu'à ce que nous trouvions une ville où les gens semblaient se mêler de leurs affaires. Peut-être avait-il accueilli de nombreuses personnes du programme de protection des témoins. Ce dernier était censé être notre couverture si jamais nous sentions que quelqu'un devenait trop curieux ou remarquait quelque chose d'anormal concernant nos papiers d'identité. Je découvris qu'il n'y avait pas d'entreprise d'entretien de pelouse importante en ville, alors j'en créai une. Léla gérait le bureau et l'aspect réparation de l'entreprise. Elle connaissait les moteurs grâce à ses frères, il ne me fallut donc pas longtemps pour lui expliquer les problèmes les plus courants des tondeuses à gazon et comment les résoudre. Ce travail lui permettait de s'occuper de Jason dans l'atelier. Nous sommes devenus partie intégrante d'une communauté soudée. Après plusieurs années, nous avons commencé à nous détendre, bien que nous n'ayons jamais complètement baissé notre garde. De temps en temps, nous entendions des reportages sur l'enlèvement d'un jeune enfant dans la famille Edwards, Darren et Trudy. Une récompense considérable était offerte pour son retour sain et sauf. La récompense était si substantielle que, après plus d'1 an sans que personne ne retrouve le garçon, un couple a même tenté de faire passer son propre fils pour lui afin de toucher l'argent. Bien que Darren et Trudy ne croyaient pas que le garçon était le leur, ils ont quand même fait effectuer un test ADN. Pour être certain, les résultats ont indiqué que l'ADN de l'enfant ne correspondait ni à celui de Darren, ni à celui de Trudy. Trudy était dévastée. Ses espoirs avaient monté en flèche, pour ensuite être anéantis. Certaines chaînes de télévision ont diffusé des interviews des parents en détresse. J'ai eu du mal à regarder Trudy pleurer à la télévision et supplier pour le retour de son fils en toute sécurité. Pendant environ 2 secondes, la sorcière et le salaud ont reçu ce qu'ils méritaient.
Bien sûr, il ne serait probablement pas d'accord avec cette évaluation. Au fil des ans, nous avons de moins en moins entendu parler du garçon Edwards enlevé dans notre ville. Jason me ressemblait tellement que personne ne doutait qu'il était mon fils. Parfois, quelqu'un commentait qu'il avait les yeux ou les oreilles de Leila, mais pour la plupart, il me ressemblait. J'étais fier de ma famille. Leila était restée sobre et avait pris du poids de manière saine. Elle était maintenant plutôt attirante, plus la toxicomane maigre que j'avais sauvée. Grâce à son travail et à sa maternité, elle avait acquis confiance en elle et de la fierté. Un soir, après avoir couché Jason, elle m'a avoué que le fait d'être la mère de Jason lui avait sauvé la vie. Chaque fois qu'elle ressentait la tentation de s'égarer, elle savait que cela mettrait en péril son statut de mère de Jason. Et la tentation disparaissait. Leila adorait Jason. Il devenait difficile pour moi de croire qu'elle n'était pas sa mère biologique. Ils s'étaient certainement beaucoup rapprochés. J'ai ressenti une pointe de jalousie, mais Jason et moi sommes devenus amis une fois qu'il s'est mis au sport. Bien que Leila et moi ne soyons pas mariés, faire l'amour avec elle était tout aussi bon que lorsque j'étais marié à ce que l'on appelait mon véritable amour. À l'époque, je me suis dit, j'espère que ça durera toujours. Je suppose que je me suis porté la poisse. La merde a frappé le ventilateur. Jason avait 13 ans quand tout s'est effondré. Un soir, nous étions à la maison en train de préparer le dîner quand j'ai entendu le son d'un mégaphone à l'extérieur, nous ordonnant de sortir les mains en l'air. J'ai jeté un coup d'œil à travers le rideau. Toutes les voitures de police de la ville, quelques patrouilles de l'État et ce qui semblait être un véhicule du FBI étaient garés devant notre maison, gyrophares allumés, des agents avec des armes braquées sur le bâtiment. Jason a demandé ce qui se passait. C'est alors que je lui ai raconté notre histoire. Il refusait de croire que Leila n'était pas sa mère. Je lui ai dit qu'elle était, en fait, sa mère, mais qu'il y avait une autre femme qui l'avait mis au monde. J'ai reçu un appel sur mon téléphone portable du FBI, et je les ai informés que nous avions besoin de quelques minutes pour parler entre nous. L'agent a tenté de me persuader de faire sortir le garçon en premier, mais j'ai refusé. Je ne voulais pas qu'un flic à la gâchette facile décide de se faire un nom. Il m'a donné un ultimatum. Lorsque le délai a expiré, je lui ai dit que nous avions une condition. Il devait envoyer une infirmière pour prélever des échantillons d'ADN sur moi et le garçon. Nous sortirions pacifiquement une fois qu'ils auraient les résultats. Il a déclaré qu'obtenir les résultats prendrait trop de temps. J'ai répondu, tant pis. Si vous êtes le FBI, vous pouvez trouver quelque chose de mieux que ça. L'idiot m'a alors demandé si je possédais une arme. J'ai décrit en détail un revolver de calibre 38 à canon court que j'utilisais pour tirer dans un stand et qui avait appartenu à mon père. Je ne leur ai simplement pas dit qu'il était toujours chez mon père. Ils ont accepté mes conditions. Les échantillons d'ADN ont été prélevés. Peu de temps après, un agent du FBI m'a informé qu'il y avait un problème. La mère et le père du garçon étaient arrivés et refusaient que l'échantillon d'ADN de leur fils soit testé, même s'il avait déjà été prélevé. Il a dit qu'il ne pouvait pas effectuer le test sans le consentement de la mère et du père du garçon. Je lui ai dit que son père, c'est-à-dire moi, venait de donner ce consentement. Puis j'ai passé un autre appel pour obtenir un certain levier. Soudain, des journalistes ont eu vent de cette tournure dans l'affaire de l'enlèvement. Ils ont commencé à demander à Darren et Trudy si je pouvais être le père biologique du garçon. Bien qu'ils l'aient nié avec véhémence, l'histoire était bien trop sensationnelle pour ne pas être publiée et diffusée. Ensuite, j'ai continué à passer des appels depuis mon téléphone portable jusqu'à ce que l'un des journalistes finisse par me rappeler. Je leur ai raconté en détail ce qui m'était arrivé. J'ai parlé des fausses accusations, du vol de mon entreprise et du vol de ma femme. Je leur ai parlé de mon séjour en prison et de l'enlèvement, ou, comme je l'ai dit, du retour de mon fils à son père. J'ai expliqué que j'avais confirmé l'ADN avant même de prendre mon fils. J'ai dit que j'aurais rendu le garçon s'il avait appartenu à Darren et Trudy. Une fois l'histoire publiée, elle a explosé. Même si elle était rapportée comme selon l'auteur présumé de l'enlèvement, il y avait un soutien massif de la part de la communauté locale, qui nous connaissait depuis environ 12 ans. Ils ont crié à la police pour qu'elle autorise le test ADN. Un avocat local a accepté de demander à un juge, dont je tondais la pelouse, d'autoriser la poursuite des tests. L'accord a été conclu. Le FBI effectuerait le test si je libérais le garçon et me rendais. Compte tenu des fortes émotions et du danger que cela représentait pour Jason et Leila, j'ai accepté. Jason est sorti en premier.
Trudy est sortie de derrière une voiture de police et a couru vers lui, l'enlaçant dans ses bras. Elle a crié « Brian !» Brian. Son vrai nom. Il l'a repoussée quand elle s'est approchée et a crié « Tu n'es pas ma mère !» Trudy s'est effondrée au sol, désespérée. Un médecin a commencé à examiner Jason pour détecter d'éventuelles blessures. Il ne voulait pas coopérer et a crié à la police « S'il vous plaît, ne faites pas de mal à mes parents !» Leila est sortie ensuite. Personne ne savait quoi penser d'elle. Jason s'est libéré, a couru vers Leila et s'est accroché à elle de toutes ses forces. En voyant cela, Trudy a pleuré encore plus fort. Je pense qu'elle croyait que ses câlins auraient dû être les siens. Il semblait que tout le monde pleurait, y compris les gens dans la foule. J'ai attendu que les choses se calment. Puis je suis lentement sorti avec les mains en l'air, criant que je n'avais pas d'armes. Ils m'ont ordonné de m'arrêter et de me mettre à genoux avec les mains derrière la tête. Soudain, j'ai réalisé que quelque chose n'avait pas de sens. Où était Darren? Il aurait dû être là, a réconforté Trudy. À ce moment précis, la réalisation du danger dans lequel je me trouvais et la balle de son fusil m'ont frappé simultanément. J'ai perdu connaissance. Hôpital. Quand je suis revenu à moi, j'ai levé la main et j'ai entendu le cliquetis des menottes attachées au bar de mon lit. L'infirmière a appelé le médecin. Il est entré et a dit « Bienvenue au pays des vivants ». Je n'ai pas aimé ça et je le lui ai dit. Je ne voulais pas retourner en prison et être séparé de mon fils et de ma conjointe de fait. Il m'a dit que je devais attendre et parler à d'autres personnes. Un avocat que je connaissais est entré dans ma chambre. Il a dit qu'il s'était porté volontaire pour me représenter. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Il avait raison. Darren avait été appréhendé alors qu'il tentait de quitter l'État et a été arrêté pour tentative de meurtre. Trudy et lui faisaient l'objet d'une enquête pour les fausses accusations de détournement de fonds portées contre moi. La société a été placée sous la tutelle d'une fiducie jusqu'à ce que la propriété soit clairement établie. Leila a pris l'initiative de présenter Jason à sa mère biologique et l'a traité avec politesse. J'étais si fier d'elle. Trudy a avoué que Darren et elle savaient qu'il était probable que j'étais le père, surtout après la naissance du garçon. Darren et moi ne nous ressemblons pas beaucoup. Le divorce rapide et le mariage de Trudy avec Darren visaient en partie à convaincre les autres que l'enfant était celui de Darren. L'avocat n'arrêtait pas de sourire. La meilleure nouvelle est que le gouverneur a transformé votre commutation de peine en grâce complète pour l'accusation de détournement de fonds. Vous n'êtes plus un criminel condamné. Je travaille à faire réduire l'accusation d'enlèvement. Je pense pouvoir la faire requalifier en entrave à l'exercice de l'autorité parentale. De plus, j'ai préparé une action en justice contre Darren, Trudy et l'État pour fausses accusations, arrestation et emprisonnement. Je pouvais percevoir l'avarice dans son regard. Reportez cette action. Je dois d'abord en discuter avec Leila et Jason. Très bien. Informez-moi simplement quand vous souhaitez que je dépose les documents. Leila a purgé une peine de prison pour avoir participé à l'enlèvement. C'est arrivé lorsqu'il a été déterminé que j'avais emmené mon propre enfant sans le consentement de l'autre parent. L'accusation d'enlèvement a été abandonnée contre Leila et moi. Trudy lui a permis de rendre visite à Jason. J'étais ravi qu'elle l'ait fait. En apprenant que j'avais repris conscience, Leila est venue à l'hôpital. Elle a pleuré de joie en me voyant. Cela m'a incité à la réflexion. Finalement, j'ai dit, tu continues de me surprendre. Je me sens l'homme le plus chanceux du monde. Elle a souri avec ironie. Vous êtes allongé sur un lit d'hôpital avec une blessure par balle qui a presque percé votre cœur. Vous êtes menotté au lit. Vous êtes toujours confronté à des accusations d'entrave à l'exercice de l'autorité parentale, et vous êtes incapable de tondre les pelouses dans cet état. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir chanceux? J'ai une femme et un fils. Vous voulez dire Trudy et Brian? Non, toi et Jason. J'ai encore du mal à l'appeler par son prénom. Eh bien, je suppose que je réponds aux critères de votre conjointe de fait. J'espère pas pour longtemps. Leila, voulez-vous me faire l'honneur de m'épouser? Êtes-vous certain, Andy? Ou vous a-t-on simplement donné trop de médicaments? Au fait, mon prénom est Julie. Je suis absolument certain. Quel que soit votre nom. Oui, mais pourrions-nous nous marier avant que vous ne soyez envoyé en prison? Si vous êtes envoyé en prison, bien sûr. Que diriez-vous que Jason, ou plutôt, Brian, soit mon témoin?
Une voix provenant de la porte a crié, « Vous pouvez être certain que j'accepterai. Et vous pouvez m'appeler Jason. Vous avez gagné ce droit. Vous êtes mon père. » Il s'est approché et m'a étreint, essayant de réprimer ses larmes. « Je présume que vous avez rencontré Trudy. Comment cela s'est-il passé? » Au début, j'étais en colère. Parce que son mari vous a tiré dessus. Je soupçonnais qu'elle aurait pu être complice. Une fois que j'ai réalisé qu'elle ne l'était pas, ce n'était qu'embarrassant pendant un certain temps. Elle a tout avoué. Je sais qu'elle est en grande difficulté, mais j'espère qu'elle ne passera pas trop de temps en prison. Je ne crois pas qu'elle souhaite me parler. Elle pense que vous ne voudrez pas lui parler. J'aimerais vraiment savoir pourquoi. Une voix de femme était claire mais douce. Parce que j'étais égoïste, stupide et naïve. Darren m'a séduite et m'a convaincu que vous nous priviez de notre juste part de l'argent. Il était si dominant pendant que vous étiez. Eh bien, plus passif. Il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser l'erreur que j'avais commise. Avant que je ne le sache, Brian m'avait été enlevé. Et c'est tout ce à quoi j'ai pu penser pendant des années. Darren n'a cessé de me donner l'espoir qu'il serait retrouvé et qu'il nous serait rendu. Divorcer d'avec lui semblait tout simplement trop onéreux. Nous savions que vous étiez le père, mais dans notre esprit, il était notre fils. Une partie de moi a disparu pendant de nombreuses années. Non, attendez. 2 parties de moi ont disparu pendant de nombreuses années. Maintenant, je les ai toutes les 2 retrouvées, pour savoir qu'elles me seront reprises lorsque j'irai en prison. J'en suis consciente. On assume les conséquences de ses actes. Quelles sont vos pensées sur le rôle de Léla dans l'éducation de votre fils? Plus j'en apprends sur elle, plus je suis reconnaissante de ce qu'elle a fait. C'est un vrai bijou, Andy. Prenez bien soin d'elle. J'ai bien l'intention de le faire. Avant d'être incarcéré, Trudy nous a transféré ses droits de garde sur Brian, ou Jason. La garde a été accordée à Léla et à moi. Nous nous sommes assurés qu'il lui rendait visite régulièrement. La seule interruption de ces visites s'est produite lorsque Léla et moi sommes partis en lune de miel. Je ne me suis jamais tout à fait habitué à l'appeler Julie. Darren a été condamné à 20 ans de prison pour tentative de meurtre et pour m'avoir accusé à tort. La vie carcérale ne lui convenait pas. Après avoir reçu quelques coups de couteau, il a mis fin à ses jours. Ses parts dans l'entreprise ont été partagées entre Trudy et moi. Conformément à son testament, Trudy m'a transféré ses parts en fiducie. Je suis redevenu le dirigeant de l'entreprise, et Léla est devenue notre directrice financière. J'étais fier quand Jason a dit qu'après l'université, il voulait travailler pour moi. Quand Trudy est sortie de prison, elle a pris le poste de directrice financière à l'entreprise, conservant ses parts initiales, plus la moitié de celles de Darren. Léla avait des responsabilités plus importantes, étant mère au foyer pour le jeune frère et la jeune sœur de Jason. Trudy vivait seule dans un petit cottage. Elle ne sortait jamais avec personne, bien qu'il semblait que quelques hommes espéraient qu'elle change d'avis. Pour l'instant, elle concentre son attention sur un jeune homme en particulier qui est sur le point d'entrer à l'université. Elle dit que plus tard, elle pourrait s'intéresser à un autre homme. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir pris mon fils et de l'avoir éloigné de sa mère. Je réponds non. Non. Absolument pas. Ce n'était pas seulement un enlèvement. C'était un enlèvement parental. For vores facts straight, altså. Det er faktisk også kun 2,5. Jeg føler også, tiden går alt for hurtigt. Jeg føler lige, jeg er flyttet ind. Og prøv at tænke på det. Det er et fucking fortress. Altså, nu kan jeg ikke mere. Hvem skal man ryste røv for at få et bastion? Det er da utroligt. Og dig, fuck ned i det lava, der er med dig, seriøst. Har du boet i lejligheden i 3 år uden lamper? Jeg har jo en lampe. Det er bare en pære med snor. Ikke altid godt. Ej, jeg vil altså sige, det er kun i min værelser, jeg ikke har lamper. Jeg har jo lamper i køkkenet og i gangen og på badeværelset. Men så i mine værelser har jeg sgu ikke lige noget. Kun lige sådan nogle små nogen. I kan jo se, jeg har jo pelikanen over bagved derovre. Men den er der så mange, der er sur på. Så den tør jeg ikke at tænde længere. Fordi så får jeg bare hate. Og det går altså ikke. Ej, jeg er faktisk ved at dø til det her skelet, by the way. Det er faktisk lidt sindssygt.
Nej, det er ikke hardcore Pentacle. Jeg skal bare gennemføre for de andre. Altså, jeg synes, det er heldigt, de døde til de der blazes i deres fortress, fordi... Hold kæft, hvor går det ikke specielt hurtigt, det her, det mener jeg sgu. Det er lige ved, at jeg bliver for utålmodig. Ja, for de var der vel, da du flyttede ind. Fuck, mener du? Nej, de var sgu der. Jeg har da selv taget min pære med. Nå, du mener resten. Så det er pære i loftet. Ikke lamper. Nej, det er lamper i de andre rum. Det er pære i min værelse. Jeg tror, det var dem, du mente. Nej. Lamper i gangen og lamper alle andre steder. Hvad er det der? Med al respekt. Og jeg skal fandme holde kæft med at sige med al respekt snart, ellers ikke bliver jeg sgu livsstillet, tror jeg. Jamen altså, hvad skal vi så gøre her? Fordi nu har vi jo et fortress, og jeg har ikke noget guld. Så jeg ved ikke, altså jeg bliver nødt til at mine noget guld. Og så må vi håbe, at jeg kan få pearls nok ud af det. Jeg har heller ikke set en blå skov endnu, men det er jo fucking umuligt at gennemføre det her spil, når man har en render distance på 8. På grund af den her server, jeg er sat op sådan. Altså, hvad fanden skal jeg gøre? Er det på grund af en vis person? Slutter på Annie. Hvem fuck er Annie? Jeg fanger sgu ikke lige, hvad du mener her opfaden. Bani. Hvad er på grund af Bani? Jeg spiller mod Bani og Fine i Pentacle. What the fuck? Det er sgu da heldigt, at jeg ikke blev ramt af den der. Altså, jeg skulle tæt på at tage portalen ud herindefra igen. Det mener jeg sgu. Hvad leder du efter? Jeg leder efter et bastion. Fordi jeg skal bruge guld nok til at kunne trade med... til at kunne trade med piglins, til at jeg kan få nok pearls. Til at jeg kan vinde spillet. Enten det, eller finde en blå skov, og så behøver jeg ikke guld. Men jeg har ikke fundet nogen af delene. Så det hele er sådan lidt grumt lige nu, og jeg kan mærke, at jeg bliver lidt livstiltet over det. Ja, altså nu der er blaze-spawner over det hele, jeg ved ikke hvad, altså. Gå nu væk, din gnome. Jeg løber sgu bare den her vej. Morten, vi har et seriøst problem. Hvad så, Fissen? Jeg er nødt til at talesætte det, så kom med det. Så lad os bare tage den fucking beef, altså. Hvad så? Jeg er sgu i krigshumør lige nu, det mener jeg. Meningen om, at Tai Lung ikke blev dragekriger, med den store fede panda blev med. Jeg ved ikke engang, hvad fanden det er, du sidder og skriver lige nu. Det skal sgu være raketvidenskab, det der. Og hvis det ikke er raketvidenskab, så interesserer jeg mig ikke nok til at have en mening om det. Har nogen fortalt dig, du så godt ud i det? Nej. Nu siger jeg lige noget. Annika er det sidste, jeg skal høre lige nu. Nå, held og lykke så. Tak. Thank you.